Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans le 22e numéro de votre émission, le grand rendez-vous sur votre panafricaine la Pyramide TV, la télévision au sommet. Eh bien, la paix, la sécurité, la reconversion des lignes directrices de la géopolitique ou la redistribution des cartes au Togo, c'est le processus de l'élection des conseillers municipaux. Trois thèmes principaux à aborder, ou bien trois sujets principaux à aborder dans cette édition, sans oublier également l'AES. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue dans l'émission Le Grand Rendez-vous de ce dimanche 8 juin 2025. Nous sommes avec notre consultant pour parcourir toutes ces réalités actuelles, le docteur Abouti Koufi, qui est le président ou bien le représentant résident donc de Global Peace. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Eugène, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Un clin d'œil spécial également aux responsables de la chaîne et de la fondation du groupe et tous ceux qui travaillent jour et nuit pour que la chaîne puisse toujours porter très haute et que nos voix puissent être entendues partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour les croyants, les gens qui ont la foi en Dieu, et nous voyons couleur blanche aujourd'hui. Oui, c'est une journée très spéciale. Pour les chrétiens, c'est le jour qui nous rappelle la descente du Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui est venu habiter dans nos cœurs pour nous consoler, nous faire oublier le départ du Seigneur. L'Esprit Saint qui est là pour nous guider, pour nous éclairer. C'est un jour spécial. Pour nos amis les musulmans, c'est aussi un jour spécial, c'est une fête partout dans le monde et des événements même qui coïncident. Donc c'est un jour spécial et aujourd'hui je sors toute ma reconnaissance à l'univers pour les grâces infinies avec lesquelles il nous bénit et nous compte tous les jours. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la nature elle-même nous impose une certaine unité, une certaine cohésion dans la mesure où vendredi c'était la Tabaski et aujourd'hui c'est la Pentecôte, mais sans oublier que les périodes de jeûne et de carême étaient presque les mêmes périodes. Les religions monothéistes, comme on dit, la religion chrétienne, la religion islamique et judaïste, est-ce que ça voudrait dire que la nature nous invite à plus d'unité, à plus de solidarité pour, n'est-ce pas, rejaillir la paix? Oui, effectivement, cette année 2025 est une année exceptionnelle. En fait, mathématiquement, c'est une année exceptionnelle parce que c'est une année carrée. C'est une année qui est le résultat de 45 fois 45. 45 fois 45 donne 2025. Donc, mathématiquement, c'est une année spéciale et on voit, en fait, cette année, au fur et à mesure que les jours passent, on voit même que c'est une année très spéciale. Et voyons, sur le côté religieux, la nature qui nous impose cette situation où les grandes religions monothéistes, ou bien les religions monothéistes qu'on connaît, à savoir le christianisme, le judaïsme et l'islam, ont des fêtes qui se coïncident. C'est un message très fort. Certains peuvent se demander, est-ce que la nature nous appelle à l'œcuménisme? Parce qu'il y a de cela des années, ce mouvement a été lancé. L'œcuménisme, c'est le dialogue entre les religions pour les unifier, pour qu'il n'y ait plus vraiment de conflit entre les religions. Et on n'est pas sans savoir que depuis des décennies, ces religions monothéistes ont connu beaucoup de guerres, de clivages des guerres entre l'islam et le christianisme, entre le christianisme et le judaïsme, entre le judaïsme et l'islam, des guerres qui ont coûté la vie à de milliers ou même de millions de personnes. Des millions de têtes sont tombées, des familles divisées, des sociétés toujours jusqu'à aujourd'hui en conflit entre elles. Et
c'est très déplorable. Donc, je crois que la nature nous lance un message très fort. Il est temps de s'unir, il est temps de dialoguer, de s'asseoir parce que nous sommes tous fils d'un même Père. Nous sommes tous des enfants du Créateur. Le Créateur nous a tous créés. Il n'a pas eu de préférence pour qui que ce soit, sinon il allait déjà éliminer certains et garder d'autres en vie. S'il nous a tous gardés en vie, c'est parce qu'il nous aime tous. Il a le même respect pour nous tous et il tient à nous voir en vie. Pourquoi ne pas dialoguer? Pourquoi ne pas s'asseoir ensemble, communiquer entre nous? Pourquoi ne pas organiser des choses ensemble et dire nous sommes tous nous sommes tous des enfants d'un même père et nous devons savoir également que nous avons une planète à nous tous. La planète Terre, c'est notre propriété à nous tous. Oui. Personne n'est détenteur ou n'est le propriétaire de la Terre. Donc, nous avons une seule planète que nous partageons ensemble. Pourquoi ne pas s'unir? Pourquoi ne pas être ensemble et faire face à nos défis ensemble? Voilà, aujourd'hui, la planète est plus que menacée. Le changement climatique est là et d'autres facteurs. Si nous sommes unis, je crois que la plupart de ces crises que nous connaissons, même les guerres, seraient déjà résolues. Et justement, on parle de la journée internationale des océans. Eh bien, je disais que nous sommes dans l'émission Le Grand Rendez-vous, c'est le numéro 22. Nous avons comme invité le docteur Aboti Kofi de Global Peace au début. Donc, il nous expliquait un peu pourquoi il est en blanc. Et après, nous parlions donc de ce que la nature essaie d'imposer à nous qui sommes sur Terre, nous impose donc l'unité, nous impose la paix parce que les deux religions, c'est-à-dire les fêtes des deux religions, disons principales, chez nous, nous avons l'islam, nous avons le christianisme. On a eu presque la même période pour le jeûne et le carême. Et là, vendredi, c'était la Tabaski. Et selon ce que les imams nous ont expliqué, le jour de la Tabaski est un acquis, mais le jour suivant, le lendemain, le surlendemain, consiste également à procéder donc à immoler, pour permettre d'immoler donc des bêtes. Donc la Tabaski continue et pendant ce temps, nous avons également cette fête de la Pentecôte. Eh bien, sur le plan national, nous parlons du processus électoral et l'élection des conseillers municipaux. La CENI a affiché la liste provisoire. Tous les partis politiques participent, ont des candidats ou bien ont des listes. Alors, est-ce qu'on peut dire, docteur, qu'à partir d'aujourd'hui, les situations de boycott qu'on a connues appartiennent définitivement à l'histoire? C'est difficile de le dire, très difficile, parce que on peut peut-être dire que les enjeux ne sont pas les mêmes. On est ici au niveau local et certes, il y a d'abord même un passé récent où il y a eu des boycotts et les gens ont failli pleurer après. Les gens ont regretté amèrement. Il y a de grands partis d'opposition qui ont même annoncé qu'ils ne vont plus boycotter des élections. Oui. Voilà, donc on est à l'aube ou bien on est à juste après cet événement-là que ces élections ont lieu et tout le monde fait tout pour y participer. Je crois aucun parti politique n'a le droit de boycotter ce genre d'élections parce que après tout, c'est pas comme avant, c'est pas l'élection présidentielle ou tout ça là. C'est le moment de permettre aux jeunes militants de aussi porter leur candidature et apporter leur contribution. Ouais. Donc, on ne peut pas dire d'une manière catégorique que c'est fini avec les boycotts, mais je crois quand même, comme nous l'avions toujours fait, nous appelons à la classe politique de toujours faire preuve de lucidité devant chaque situation. Il n'est pas juste une question de on boycotte ou bien on ne boycotte pas, mais il faut être lucide, il faut savoir dialoguer, il faut savoir communiquer et il faut savoir aussi mettre l'intérêt du peuple devant dans chaque action qu'on mène. Il faut mettre l'intérêt du peuple devant avant de prendre une quelconque décision. Et je crois que si on continue ici, le Togo peut régler pas mal de soucis, de problèmes qui minent non seulement la classe politique,
mais la société dans son ensemble. Et je crois qu'on est sur une bonne voie, je pense. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que indirectement, il y a une adhésion qui ne dit pas son nom à la Ve République par tous les partis politiques parce que il y a eu des consultations dans la Ve République que les gens n'ont pas reconnues, mais aujourd'hui, c'est toujours dans la Ve République. Nous allons donc à l'élection des conseils municipaux et tout le monde y est. Oui, en quelque sorte, en fait, c'est un peu ce qu'on voit là, parce que même si on a vu beaucoup de critiques par rapport à l'entrée dans cette Ve République, la réalité est que on voit que ça s'impose. Ça s'impose et la solution ne serait pas de dire non, écoutez, si on ne revient pas à la 4e, on ne va plus faire de la politique, on ne va plus participer à la vie de la nation. La logique, même si, même pour ceux qui sont contre, ils ont quand même compris qu'on ne peut pas rester à la marge et réclamer. Il faut même s'associer au processus. Il faut faire partie des activités ou bien de la nouvelle tendance pour quand même peut-être réclamer des choses. Sinon, le vin tiré, il faut le boire, on l'a déjà dit ici. Et une fois encore, j'en appelle à la lucidité de la classe politique, surtout celle appelée opposition. Mais je parle des deux bords, que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir, qui ait plus de lucidité, qu'ils mettent toujours les intérêts du peuple en avant dans chaque décision et dans chaque pas qu'ils mènent, parce que un jour, le peuple va juger toutes nos actions. L'histoire nous juge, mais aussi le peuple nous jugera, parce que le peuple est immuable. Les dirigeants peuvent passer, mais le peuple est toujours là. Donc, mettons toujours les intérêts de la nation, les intérêts du peuple que nous défendons, mettons ce peuple toujours en avant dans chaque action que nous menons et travaillons pour un Togo meilleur. D'accord, là, il faut le dire pour quitter l'actualité nationale. Donc, après la publication de la liste provisoire, de confirmer cette liste. Nous allons partir une fois encore en Côte d'Ivoire pour parler une fois encore de la situation en Côte d'Ivoire. Le 25 octobre, c'est les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et cette semaine, on apprend que 4 ténors de la scène politique ivoirienne seraient définitivement radiés de la liste électorale. Il s'agit de l'ancien président Laurent Gbagbo, il s'agit de Tidiane Tian, il s'agit de Blé Goudé, il s'agit aussi de Guillaume Soro. Oui, c'est quand même très triste. On l'a appris par les médias, la radiation définitive de ces candidats-là. Pour Laurent Gbagbo, la raison qu'on nous évoque, voilà, il a été certes amnistié, mais pas... Non, il a été gracié, mais pas amnistié. Donc, pour ces raisons-là, on dit qu'il n'est pas éligible, donc il ne peut pas participer à l'élection. Pour Tidiane Tian, c'est toujours la question de nationalité, que c'est après le début du processus qu'il ait renoncé à sa nationalité française, donc il n'est pas éligible. À Guillaume Soro, on sait que si Alassane Ouattara est au pouvoir, lui, il ne peut jamais participer à une élection. On le sait très bien. Pourquoi? Parce que Soro était le bras droit d'Alassane Ouattara au début. Il a travaillé avec lui, président du Parlement et tout ça là. Et puis, Premier ministre sous Gbagbo, puis sous Alassane Ouattara, après président de l'Assemblée nationale. Voilà, et puis c'est parti aux éclats, comme aujourd'hui ce qui se passe entre Donald Trump et Elon Musk. On en viendra. Le torchon, à un moment donné, a pris feu et les relations ont été... Enfin, les choses ne se sont pas très bien terminées. Donc, on sait quand même que, vu ce qui s'est passé, le président Alassane Ouattara ne peut plus le laisser l'affronter à une quelconque élection. Et aussi, on connaît très bien Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, un allié, un très grand allié le président Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir. Et on a vu son rôle, comment il a mobilisé la jeunesse pendant la crise électorale en 2009-10, voilà. Et c'était pas du tout facile.
Et lui, il a vécu pas mal à l'étranger. Il a passé beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il est rentré définitivement actuellement. Sinon, aux dernières nouvelles, il était à l'étranger. Et pour les deux, c'est quand même compliqué. Mais pour le président Laurent Gbagbo et pour Tidiane Thiam, ces deux, je crois, on n'a pas de raison valable de les exclure. Laurent Gbagbo a été inculpé par la CPI. On a fouillé. On n'a pas trouvé de charge valide contre lui. Voilà. C'est une preuve quand même que, attends, c'est une guerre, il y a eu des morts. On accuse la personne d'être à l'origine, bien d'être l'auteur des atrocités. S'il n'est pas accusé, ça veut dire quand même que l'autre camp doit être impliqué. Voilà. Si ce n'est pas lui qui est coupable, donc il y a quelqu'un d'autre qui est coupable. Mais celui qui est coupable, pourquoi on ne lui dit rien maintenant? On voit quand même que c'est celui-là peut-être qui est en train de vouloir s'imposer par toutes les manières et c'est quand même très déplorable. Et au président Alassane Ouattara, je pense quand même qu'il doit revenir à de bons sentiments. Pour le moment, on ne sait pas toujours s'il y va ou pas, parce que je crois que c'est le 22 prochain qu'il y aura le congrès du parti. Oui. Tout ça là, c'est quand même très déplorable. Il a déjà fait ses 2 mandats. Il a déjà une fois changé la constitution pour faire un 3e mandat. Je crois que c'est bon, ça suffit. Vu son âge aussi, je ne pense pas quand même qu'il soit vraiment en forme pour encore diriger le pays pendant 5 ans. Je trouve, pour ma part, que pour la paix, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire et pour quand même sauvegarder les acquis, tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour que son nom puisse rester vraiment gravé dans l'histoire, je crois qu'il doit, pour le moment, partir par la grande porte. La grande porte, oui. Même si la porte n'est pas très grande, mais au moins qu'il quand même revienne à de meilleurs sentiments et qu'il dise c'est bon, je me retire et je laisse la Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire parce que après lui, la Côte d'Ivoire reste Côte d'Ivoire. Il y a toujours des fils et filles du pays qui peuvent assumer le rôle du président de la République et diriger le pays. Donc, la Côte d'Ivoire ne peut pas rester orphelin sans lui et qu'il parte par la grande porte et que son nom soit gravé dans l'histoire pour les projets gigantesques qu'il a menés, les ponts qu'il a construits, les routes qu'il a construites, que ces choses parlent en sa faveur et qui ne permettent pas qu'une nouvelle crise vienne balayer tous ces acquis-là, toutes ces réalisations-là qu'il a déjà fait pendant environ 15 ans. Alors, c'est aussi le président Alassane Dramane Ouattara lui-même qui avait dit, avant donc d'aller au 3e mandat, quand il se retirait, il avait dit que la Côte d'Ivoire a beaucoup de potentiel et il y a beaucoup de jeunes et qu'on lui permette d'aller se reposer. Oui, vraiment. Je crois que lui-même doit se rappeler des paroles, des propos qu'il avait prononcés entre-temps. Et je ne sais pas si on est toujours, comme certains le pensent, qu'il y a des acteurs externes à l'Afrique qui tirent sur les ficelles et qui manigancent nos dirigeants africains. Je ne sais pas si c'est le cas. Au Tchad, l'ancien président Déby, ouais, il avait tout dit. Il avait dit qu'il ne voulait pas se représenter, mais des gens venus d'ailleurs sont venus même changer la constitution et dire tu dois y aller. Nous nous occupons de tout et ils ont changé la constitution. Ils ont changé la constitution. Que lui-même, il ne connaissait rien à la constitution, mais c'est eux qui ont amené les spécialistes pour faire tout ça. Pour faire tout ça là. Et c'est très déplorable. J'espère quand même que ce n'est pas la même chose qui est en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire, parce que vu Alassane Ouattara, je crois que beaucoup de gens qui croyaient en lui en 2010, en 2011, on avait vu des choses en lui qui font croire que, au-delà du soutien de la France qui est derrière lui, c'est quand même un homme lucide, un homme sage, un homme qui a de potentiel. Il y a certaines erreurs qui sont déjà glissées. Je pense qu'il doit revenir de meilleurs sentiments, le Alassane Ouattara qu'il était, avec toute sa lucidité, son âge, sa sagesse, qu'il revienne quand même à de meilleurs sentiments et qu'il laisse la Côte d'Ivoire aux autres fils pour que l'histoire continue par être écrite par tout fils ou toute fille de la Côte d'Ivoire capable de jouer ce rôle. Mais vous l'avez dit, on va revenir un peu sur le cas Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ils étaient à La Haye quand ils ont été condamnés par contumace et pour braquage. Et maintenant, le problème est que on savait que
Par exemple, Chablé Goudé, il était à La Haye, mais on a envoyé un huissier dans sa maison pour constater son absence. Et c'est ça qui a permis à ce qu'il soit condamné par contumace. Maintenant, Tidiane Tian, au-delà de sa nationalité, on lui reprochera aussi de ne plus être vraiment en contact avec la Côte d'Ivoire parce qu'il a passé sa carrière internationale, une longue partie, plus de 23 ans à l'extérieur, que d'abord il ne connaît plus vraiment les réalités et en plus, il ne s'est pas vite débarrassé de l'autre nationalité. Okay. Maintenant, ce qui peut se passer si le 22, on venait à, disons, investir Ouattara comme candidat, qu'est-ce qui peut se passer en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est très difficile de le dire, très difficile parce que nous savons quand même que le président Laurent Gbagbo a de forts soutiens et il a dirigé le pays assez longtemps. Il est bien connu, il a une base assez forte. Il avait eu toute une armée derrière lui quand il était président. Est-ce qu'il a suffisamment de soutien pour quand même mobiliser le peuple et amener Ouattara à changer d'avis avant les élections du 25 octobre? On ne sait pas trop. Et Tidiane Thiam, d'abord même, voilà, comme vous l'aviez dit, il a passé beaucoup trop de temps à l'étranger. Ça, c'est quand même une évidence. Il était même encore à l'étranger, oui. En Europe. La dernière fois, quand la décision est sortie, et c'est depuis là-bas qu'il a fait cette déclaration. Écoutez, c'est des genres de choses aussi que nous déplorons en Afrique. Vous, si vous aimez votre continent, de grâce, passez du temps sur ce continent-là. Même si vous devez travailler à l'étranger, il faut quand même montrer que vous êtes amoureux de ce continent. Ce n'est pas quand vous voulez devenir président que vous allez vouloir vous montrer votre visage et autres. On a vu le cas, je le déplore. Je l'apprécie beaucoup, mais je déplore sa situation. Le président Félix Tshisekedi, qui aussi a passé beaucoup de temps à l'étranger, en Belgique, et même sa famille, je ne sais pas, aux dernières nouvelles, serait toujours là-bas. Ses enfants, un jour, un journaliste lui a demandé si ses enfants connaissent le Congo. Ils disent ils l'ont vu dans la télé et qu'il espère qu'un de ces jours, ils viendront visiter le pays. Mais sérieux. Sérieux, comment tu peux être président d'un pays et tes enfants, d'abord, un, n'y vivent pas et deux, ils n'ont jamais mis pied là-bas. C'est quand même très, très déplorable que les Africains sachent que l'Afrique n'est pas juste comme les colons le considèrent une cave de l'or où quand on a besoin, on vient, on puise un peu et on repart. Non, nous devons quand même aimer ce continent au point où nous allons vraiment passer notre temps ici. Parfois, il est préférable d'opter pour bien de choisir certains postes ici qui vont vous rapporter moins. C'est-à-dire que vous serez rémunéré moins que si vous acceptez l'étranger. Mais quand même, ça vous permet de démontrer que vous aimez ce continent et que vous y résidez. Maintenant, si vous passez tout votre temps à l'extérieur et un jour vous débarquez et je veux devenir président, c'est quand même normal qu'on utilise ces choses-là contre vous. Et je crois que la jeunesse aujourd'hui est en train de tirer des leçons. Parce qu'aujourd'hui, on entend des discours comme quoi c'est gâté, c'est perdu, aller à l'extérieur, il fait bon vivre là-bas, il y a de l'argent. Écoutez, un jour, peut-être, vous allez sentir l'appel de diriger votre pays, vous reviendrez, et c'est le même peuple qui vous dira, on ne vous reconnaît pas. Parce que la vie n'est pas juste une question d'argent, de gain sur le champ. La vie, c'est aussi une question de vocation. C'est ça. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire de votre vie? Quand vous êtes venu sur cette terre, quelle mission le Créateur vous a confiée? Donc, il faut découvrir cette mission-là et s'y préparer. Sinon, l'avenir risque de nous rattraper très tôt ou peut-être le passé risque de nous rattraper très tôt et on va partir sans vraiment accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus. Maintenant, retournons à la Côte d'Ivoire, je ne pense pas quand même que Laurent Gbagbo veut mener des actions, qu'est-ce que je vais dire? Violentes. Je ne pense pas qu'il veut faire recours à la force pour revenir au pouvoir. C'est quand même difficile de prédire ce qui va se passer, mais je ne pense pas que ce serait quand même de très bonnes choses qui vont se passer si jamais
le président Alassane Ouattara veut encore briguer un 4e mandat. Je ne pense pas que ce serait de bonnes choses qui vont se passer. Lui-même, je crois qu'il doit intérieurement, il doit sentir que non, ça ne sent pas bien. Ce qui va arriver, ça ne sent pas bien. Et c'est pour cela quand même qu'il a du mal à annoncer sa candidature. Oui, sinon depuis là, il allait se prononcer. Donc, s'il ne le fait pas, c'est parce que, oui, on sent quand même qu'il veut faire il veut briguer un 4e mandat. Ça se sent. Sinon, il allait le dire depuis et dire non, je pars. Pour préparer quelqu'un. Voilà, comme l'a fait le président béninois, Patrice Talon. Il a à plusieurs reprises dit je ne me représente plus, je dis les 2 mandats, c'est bon, c'est fini. C'est ce qu'on attendait du président Alassane Ouattara. Mais s'il ne le fait pas, c'est quand même, on sent quand même qu'il veut continuer, il veut faire un 4e mandat, ce qui n'est pas du tout encourageable et on ne l'encourage pas du tout. Et vivement, nous souhaitons que la Côte d'Ivoire puisse maintenir ce chemin de paix sur lequel le pays est et que plus jamais on n'entende parler de guerre ou de conflit dans ce pays-là, aimé par le Créateur. Voilà, justice ou injustice ou bon sens, Ouattara et Gbagbo sont de la même génération. Il y avait Bédié, paix à son âme, lui il est parti. Est-ce que Ouattara, qui va se maintenir candidat, si après le 22 il se prononçait, et que la situation restait telle? Gbagbo, on dit il est vieux, il ne peut pas. C'est ce que les partisans de Ouattara disent de lui. Mais finalement, est-ce que ce serait justice, injustice ou bon sens ou, disons, juste un jeu politique, mais qui peut créer un problème pour le pays, qui peut menacer la paix sociale? Bon, quand vous parlez de justice, peut-être je ne vous comprends pas trop. Non, c'est-à-dire, oui. La justice voudrait que tout le monde puisse briguer, puisse se présenter, pour que le peuple puisse faire son choix. Oui. Maintenant, le bon sens, on parle d'âge, alors que Ouattara et Gbagbo sont dans la même génération. Ok. Voilà. Ok, je vois. Si jamais, par exemple, Alassane Ouattara annonçait qu'il ne va pas se représenter, il ne va pas briguer un 4e mandat, ouais, on peut dire quelque part, oui, justice est faite parce que les deux sont quand même comme âgés. Ça, les deux, voilà. Ouais, on aimerait voir de jeunes sangs revenir, de jeunes, vraiment. Ou bien de nouvelles têtes. De nouvelles têtes. Des gens quand même plus jeunes que nos parents, je peux les appeler ainsi, qui sont en lice actuellement ou bien qui veulent continuer. Mais quand même, il faut quand même reconnaître que cette situation-là, nous l'héritons du passé. Oui. Et c'est très déplorable. L'ancien président, paix à son âme, Houphouët-Boigny, a laissé un héritage pas très intéressant pour la Côte d'Ivoire. Et depuis là, tous les Houphouëtistes, ceux qui ont suivi ces traces, ils sont toujours dans ce sillage, dans cette tendance-là. C'est-à-dire, pour eux, bon, c'est notre analyse quand même de la situation. L'Afrique doit toujours dépendre de cette puissance coloniale, en particulier la France. Donc, les Houphouëtistes ont toujours quand même travaillé avec la France. Oui. Et beaucoup d'analystes pensent quand même qu'ils vendent la Côte d'Ivoire à la France. C'est-à-dire, ils mettent la Côte d'Ivoire, les ressources de la Côte d'Ivoire à la disposition de la France. Venez exploiter, allez-y, c'est votre pays, c'est votre terre, faites ce que vous voulez avec. Et c'est quand même très déplorable parce que aujourd'hui, quand nous parlons du développement de la Côte d'Ivoire ou bien de la croissance, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de la plupart des pays africains, il faut réfléchir 2 fois. Est-ce que le peuple sent cette croissance-là? Voilà. Et tristement, quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous voyez de grands ponts, vous voyez de grandes routes, des échangeurs et autres, de grandes infrastructures. Mais quand vous écoutez le peuple parler, c'est que ça ne va pas. Le peuple crie, le peuple est en train de pleurer au moment où le président a de grands chiffres. Voilà. Il se contente de dire, voilà, j'ai réalisé telle chose. Pourquoi ces choses? Nous avions parlé entre-temps de question d'endettement et du développement des pays africains.
vous voyez, la plupart de ces projets-là, que voilà, vous travaillez avec la France, il permet à ce que vous puissiez faire de grands prêts pour réaliser de grands projets, mais la plupart de ces projets sont réalisés par des entreprises étrangères et la plupart des investissements rentrent encore dans la poche des étrangers. Techniquement, on dit que le pays croît parce que le PIB, avant, il y a telle entreprise qui, en Côte d'Ivoire, a gagné 100 milliards, a gagné 900 milliards, et tout ça là. C'est des choses quand même qui sont très bien. Mais quand vous vérifiez très bien, tous ces montants-là retournent à l'extérieur du pays et rien ne rentre dans la poche de la ménagère, des citoyens. Et c'est pour cela que quand même que la Côte d'Ivoire a connu de la ménagère. La Côte d'Ivoire a connu vraiment un changement de grande réalisation. Le plan infrastructure. Infrastructure précisément, mais ça n'a pas bénéficié vraiment au peuple. Le peuple pleure, le peuple regrette énormément la situation actuelle. Et là, nous pensons quand même que le président Alassane Ouattara devait quand même écouter sa conscience et dire c'est bon, je me retire, Il y a une vie après la présidence. D'accord. Il y a une vie après la présidence. Je crois que c'est très bien dit. Nous repartons une fois encore à la découverte du groupe média Pyramide. Créé en 2016, le groupe média Pyramide est situé à Lomé, au quartier Aplaou-Gakli, angle nord-ouest avenue des Evala et la boîtière GTA Klikame, carrefour communément appelé Lomégan. Pour son promoteur, il était important de traduire dans la réalité une nouvelle façon de faire des médias au Togo et en Afrique pour combler les attentes de nombreuses populations en matière d'information, de formation, d'éducation, de culture, voire de distraction et de sensibilisation sur les sujets importants du moment. Ainsi, le 1er juillet 2016, naquit Pyramide FM, la radio en plus grand. Elle s'est rapidement imposée dans le paysage médiatique togolais par le professionnalisme, le respect de l'éthique et de la déontologie. Les nombreux prix et distinctions témoignent du travail remarquable de cette radio par les organisations, les institutions, aussi bien nationales qu'internationales. Aujourd'hui, le groupe média Pyramide ajoute une nouvelle corde à son arc, la télévision, Pyramide TV, la télévision au sommet. Désormais, avec le groupe média Pyramide, une campagne audiovisuelle de communication, de promotion de produits et services est possible. Comme quoi, faire d'une pierre deux coups est toujours meilleur. L'urgence d'une régulation avant la fête de Nouvel An. Ah bah, ah la va vira ba, ba vous boire tournou la fima. Ah, ha fini du Ah. Dimanche 8 juin 2025, le grand rendez-vous numéro 22, nous sommes avec notre consultant, Dr Kofi Abouti. Nous avions parlé de la Côte d'Ivoire. À présent, nous partons en République démocratique du Congo. Le Togo est médiateur dans la crise qui oppose l'Est de la RDC au Rwanda. Mais aujourd'hui, il faut dire que les gens sortent, les gens prennent la parole. Et la dernière personne, c'était donc Martin Fayoulou qui était donc face à Étienne Tshisekedi, mais qui n'a pas gagné, mais qui s'oppose vraiment à la balkanisation de son pays. Oui, effectivement. Bon, point de correction, la crise oppose la RDC au Rwanda, pas l'Est de la RDC au Rwanda. Bon, la RDC au Rwanda, mais ça se passe à l'Est voilà, du pays. Donc on peut dire la crise à l'Est de la RDC. Oui, bien sûr. Effectivement, l'ancien député et l'ancien candidat aux élections ou bien à l'élection présidentielle, M. Martin Fayoulou, a vraiment fait un discours dans lequel il a fait appel à ces trois figures importantes de la crise, à savoir le président Félix Tshisekedi, l'ancien président de la commission électorale. L'ancien président de la République, qui est à Goma actuellement, Joseph Kabila, et l'ancien président de la CENI aussi. Et il a adressé un message spécifique à chacun d'entre eux. C'est Corneille Nanga. Corneille Nanga, voilà. Le nom, lui, il me paraît un peu compliqué. Corneille Nanga. Corneille Nanga, voilà. Il a adressé un message spécifique à chacun d'entre eux. Et apparemment, chacun
il est évident que chacun joue un rôle important dans cette crise-là. Corneille Nangaa, par exemple, qui lui a beaucoup d'intérêts qu'il défend. Ouais. J'ai suivi lui-même une interview dans laquelle lui-même réclame certaines mines que le pouvoir lui est arraché. Je me demande, que on est où là? Que c'est la famille du président qui l'exploite. Qui l'exploite. Donc, des individus peuvent posséder des mines en Côte d'Ivoire, en RDC. En tout cas, je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop et vraiment, il réclame vivement ces choses. Donc, Fayulu, lui, somme nommément d'abandonner ces questions à des intérêts personnels et de mettre les intérêts de la nation en avant. Voilà. À Joseph Kabila, il lui dit sérieusement d'arrêter de soutenir les groupes armés et de quitter notamment Goma. M23. Voilà, M23, et de quitter Goma. D'abord même, il fait quoi là-bas à Goma? Je ne sais pas s'il est en train de dire à tout le monde entier, écoutez, moi je soutiens les rebelles et je veux, si jamais Tshisekedi ne veut pas nous laisser tranquilles, alors là, je vais devenir président de l'Est. Je ne sais pas si c'est quand même l'impression qu'il est en train de donner, mais Fayulu le somme nommément de quitter Goma et de laisser ses intérêts partisans. Oui, je crois que Martin Fayulu a été très clair. Oui. Parce que lui, il dit c'est Kabila qui est le soutien de M23. Oui. Et que la balkanisation qui est redoutée depuis les années 60 que c'est en marche. Et c'est pourquoi il les interpelle. Oui. En les interpellant, c'est pour les amener à prendre raison. Et l'une de ces raisons, c'est quoi? C'est que Kabila cesse de soutenir les rebelles, ou bien M23, ou bien l'intérêt de ceux qui ne sont pas du Congo. Et maintenant, Fayulu, en interpellant Corneille Nangaa, il dit, Corneille Nangaa, lui, c'était le président de la commission électorale, et qu'au fond, c'est lui qui aurait gagné les élections, et que c'est plutôt un arrangement anti-Tshisekedi et Kabila. Voilà, c'est ça qui a permis à ce qu'on puisse déclarer Tshisekedi président. Mandat. Voilà. Et maintenant, lui, il n'arrive plus à vivre dans le pays, il est à l'extérieur. Et maintenant, il voudrait les rencontrer pour qu'on parle, on parle de l'unicité donc du territoire de la RDC. Oui, sincèrement, oui, effectivement, mais il tient quand même, il leur a adressé à chacun spécifiquement des messages, des recommandations et des actions à mener. Et il a quand même demandé à Kabila de quitter Goma. Il a dit à Tshisekedi, il lui dit vraiment de vraiment travailler pour l'unification du pays parce que la balkanisation, comme vous l'aviez dit, tant redoutée depuis les années 60, est en train de vraiment se concrétiser. Que c'est en marche. Oui, c'est en marche et c'est très, très déplorable. Moi, je salue quand même son intervention. C'est c'est à louer, c'est à féliciter. Maintenant, est-ce que les protagonistes vont quand même prendre note de ce qu'il a dit? Oui, mais là, ce qu'il faut dire, c'est que à la date d'aujourd'hui, Tshisekedi a accepté donc le rencontrer. Maintenant, est-ce que les trois peuvent se retrouver et parler? C'est la grande question. Les trois ou peut-être les quatre? Les quatre, voilà. Oui, les quatre, parce que Martin Fayulu lui-même, plus les trois, doivent se voir et vraiment parler. Maintenant, la grande question aussi, c'est pourquoi il faut la médiation, c'est pourquoi le rôle du Togo est très important, parce que, écoutez, quand ils vont parler, Corneille Nangaa va toujours dire, moi je veux mes mines. Voilà. Et Kabila qui va dire, écoutez, vous devez ramener mon immunité présidentielle et me laisser tranquille. L'amnistie. Tshisekedi qui va dire, je suis le président, personne ne doit me dire ce que je dois faire. Si les trois se retrouvent, on risque quand même de se retrouver avec des situations. Donc il faut une médiation. C'est pourquoi les médiations sont très, très importantes dans cette situation. Parce que chacun a ses intérêts qu'il défend. Ce n'est pas juste en se retrouvant et en se regardant en face à face qu'on va dire, écoutez, maintenant que je t'ai vu, je ne vais plus réclamer ce que je veux. Non. Maintenant, les négociateurs auront le rôle donc, de rappeler certaines choses à ces personnes-là
est d'insister sur certaines valeurs. Le Congo d'abord, le Congo d'abord, parce que la balkanisation du pays n'arrange personne. Oui, peut-être ça va permettre à connaître de garder ses mines, ou ça va permettre à Kabila de se protéger et d'être intouchable. Ouais. Parce que là, le Soudan l'a fait, mais là, le problème est toujours là. Le problème est toujours là. Le Soudan l'a fait, on a même forcé Khartoum à donner l'indépendance, à accorder l'indépendance au sud. Mais le Soudan est toujours aujourd'hui à feu et à sang. Des morts très déplorables, et même la famine qui sévit aujourd'hui. Donc la balkanisation n'est jamais une solution. Et c'est pour cela que je pense que tous les pays africains doivent vraiment s'y atteler. Aujourd'hui, c'est triste de voir que hier, nous avions appris que le Rwanda a quitté la CEAC, le régional. Oui, l'organisation sous-régionale. Et c'est quand même très déplorable, très déplorable, parce que nous parlons d'intégration aujourd'hui, nous parlons de l'Union. Maintenant, si certaines personnes veulent aller à rang dispersé ou faire cavalier seul, c'est quand même très déplorable. Au niveau de la CEDEAO, au moins, on sait quand même que c'est un autre regroupement, une autre formation qui a eu lieu. Ça, c'est quand même pas mal. Mais si des pays de manière individuelle vont quitter les organisations sous-régionales juste parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur donne des leçons, parce qu'ils veulent être libres de faire ce qu'ils veulent, je crois que le Rwanda est en train de prouver encore une fois qu'ils sont impliqués dans cette crise à l'RDC et qu'ils ne veulent pas qu'on leur donne des leçons et qu'ils travaillent pour des puissances étrangères. Ces choses doivent s'arrêter, doivent cesser. Sinon, l'histoire va juger. Et ça, il ne faut jamais oublier. L'histoire juge toujours. Aujourd'hui, Thomas Sankara, malgré le petit temps qu'il a passé au pouvoir au Burkina Faso, il est rentré dans l'histoire pour toujours. Son nom est sur les lèvres partout, au-delà même du continent. Certaines personnes ont passé... Il a été créé au panthéon de la mémoire collective, comme on dit. Voilà. Certaines personnes ont passé plus de 50 ans ou bien plus de 20 ans au pouvoir, mais juste après... Bon, si ce n'est pas leur famille, des personnes ne parlent de... Donc, l'histoire va toujours nous juger. Que nos actions parlent en notre faveur. Mettons les intérêts de nos compatriotes en avant, avant toute décision, avant tout acte. Sinon, les gains, les biens matériels, c'est bien. Mais après nous, qu'est-ce que nous laissons pour non seulement notre postérité, mais aussi pour la nation. N'oublions pas que tous ces acteurs doivent quand même savoir qu'après eux, leurs enfants seront toujours laissés. Ils seront où? Ils seront dans quel pays? Et qui va les juger? Comment ils seront traités à l'avenir? Ça, c'est une grande question. Donc, vraiment, que les dirigeants africains, partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'ils pensent toujours au peuple dans chaque décision qu'ils prennent et qu'ils pensent en termes d'intégration, parce que l'intégration aujourd'hui est la voie à suivre, c'est la solution pour nos problèmes en Afrique, parce que nous sommes un continent avant que ces étrangers ne viennent nous diviser. Nous devons nous unir pour régler nos problèmes entre nous, pour devenir plus forts et pour avancer ensemble, pour permettre à nos citoyens de vivre en paix dans une atmosphère de prospérité et de joie infinie. Maintenant, parlons de la médiation togolaise. Est-ce que, si on disait que la sortie de Joseph Kabila était pour compliquer la médiation togolaise, mais quant à la sortie de Martin Fayulu, est-ce que, selon vous, ça peut permettre au Togo d'élaborer une certaine stratégie pour bien agir dans cette médiation? Et aussi, ce qui aussi peut encore compliquer, c'est la sortie du Rwanda de l'organisation sous-régionale. Oui, effectivement, je crois que c'est un message qu'il adresse, non seulement, même s'il a nommé les trois acteurs-là, il s'adresse aussi à la médiation parce qu'il donne des pistes, il donne des idées. Il leur dit en quelque sorte, vous ne pouvez pas régler cette crise-là si vous n'impliquez pas ces trois acteurs-là. Au-delà de cela, n'oublions pas que quand même c'est une médiation de l'Union africaine. C'est ça. Et c'est le Togo, porté par le Togo. Donc, tous les acteurs, tous ont pris note. L'Union africaine a pris note
l'équipe togolaise a pris note, les co-médiateurs aussi ont les pris anciens note. présidents. Voilà, et je crois qu'ils vont y travailler pour que, une fois pour de bon, cette crise-là soit réglée. Et ce serait quand même au bonheur de tous les fils et filles, non seulement du Congo, mais de l'Afrique, parce que cette crise a trop duré. Voilà, nous parlons de crise également au niveau des pays de l'AES, ce qui a même permis de mettre en place cette confédération des États du Sahel. Et aujourd'hui, il y a, disons, une forme de recrudescence des attaques terroristes. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Pendant qu'on met en place une force qu'on comprend les pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger, puis le Tchad et le Togo, mais on sent que sur le terrain aujourd'hui, il y a encore des attaques. Oui, il y a encore des attaques et même des attaques qui deviennent encore plus virulentes ou qui font encore plus de dégâts. La question c'est pourquoi? Je ne doute pas de la capacité de l'AES ou bien des formations militaires de ces trois pays, que ce soit individuellement ou comme la force conjointe qui a été mise en place. Ils sont en train de faire un travail formidable. Mais comprenons que pour ceux qui doutent encore, ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas, désolé, hein, je ne veux pas quand même citer un peuple, mais ce ne sont pas des peuples qui se lèvent pour dire on défend nos intérêts. Non, ça, il y a longtemps, on a compris que ça dépassait ce niveau-là. Ce n'est pas un peuple, une communauté qui revendique des territoires et qui mène ces genres d'attaques-là. Sinon, d'ailleurs, même pourquoi les trois pays concernés? Et pourquoi même d'abord même le nord du Togo, le nord du Bénin, peut-être bon, le nord du Ghana, ils sont en train de faire attention aussi là-bas, mais il y a eu quelques attaques aussi. Maintenant, pourquoi tout ça là? Pourquoi ce vaste territoire, le nord du Nigeria, même là-bas, une partie du Tchad, une partie du Cameroun? Pourquoi? C'est quel peuple? Donc, ce n'est pas un peuple qui revendique quoi que ce soit. Il s'agit donc des individus fortement armés et préparés ou formés par des forces même sur place, des forces étrangères qui sont sur place et qui les manigancent, qui les utilisent. Alors, comme c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi l'Afrique doit tout faire pour être unie. Voilà. Parce qu'ils sont en train de traverser les frontières très facilement aujourd'hui. Il y a même, pas plus que hier, je vois un activiste ou bien un expert qui demande aux pays côtiers plutôt, de sécuriser leurs frontières. Parce que les attaques augmentent énormément ces jours-ci et beaucoup d'armes sont en train d'être emportées par ces terroristes-là. Donc ça fait craindre le pire. Si nous ne sommes pas unis pour quand même agir ensemble contre les terroristes, si certains pays vont encore laisser les territoires aux puissances étrangères pour qu'elles puissent héberger des forces armées sur leur territoire, former des terroristes et les relâcher pour qu'ils aillent attaquer leurs voisins, ben, si on ne comprend pas qu'après avoir fini avec le voisin, ils reviendront vers eux, parce que les terroristes n'ont qu'un seul langage, c'est de terroriser, c'est d'attaquer, de faire du mal. Point. Ça, c'est tout. Ils n'ont pas de revendication. Donc, il faut quand même que les pays africains, surtout les pays de la CEDEAO, s'unissent et comprennent que ces attaques-là ne viennent pas des individus qui viennent de nulle part, mais ça vient des individus très formés, très renseignés. Ils reçoivent des informations satellitaires, des radars qu'on leur communique depuis des pays étrangers et qui trouvent vraiment facilement les camps militaires, les failles dans l'armée et qu'ils attaquent non seulement les camps, mais aussi des populations. Des populations comme ça qui même les transporteurs, la dernière fois, toute une ligne de transporteurs a été attaquée et presque, disons, 30 camions ont été brûlés avec des décès. Voilà, c'est très déplorable. Donc, nous devons tous comprendre. Ce n'est plus l'heure de dire, écoutez, Assimi Goïta n'est pas capable de sécuriser son pays, il va partir Ibrahim Traoré, qui n'est pas capable. Non, ce n'est pas une question de ils sont capables ou pas. Ils font un travail énorme, mais ils sont en face, non pas de petits groupes terroristes, mais des pays, des puissances militaires qui soutiennent, qui arment ces attaques, ces terroristes-là. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine.
la Russie, malgré tout son savoir-faire militaire, toute son armée, toutes ses armes, ses satellites et tout ça là, l'Ukraine est partie attaquer. Oui, est partie attaquer les bases. Quatre parce bases que quand vous avez en face simultanément. beaucoup de forces, beaucoup de puissances militaires qui ne connaissent rien d'autre que des attaques ou le langage de la violence et qui ont fait ça pendant des années, ils trouveront toujours des failles. Et ils vont vous frapper au moment où vous ne vous y attendez pas et ils vont faire beaucoup de dégâts. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas une question de... les armées ne sont pas bien préparées ou bien ces présidents ne font pas le travail. Ils font leur travail, mais ils ont en face des forces puissantes, des puissances étrangères qui arment, qui forment, qui renseignent et qui envoient des individus pour les terroriser. Parce qu'ils ont compris une chose. D'abord, il faut comprendre que le départ du Niger, du Burkina Faso, du Mali, des griffes, pas des Occidentaux, ça fait très mal. Ça fait très mal, ça fait baisser le PIB de certains pays. Et le pire, c'est qu'ils savent que d'autres pays vont emprunter le pas si jamais ils réussissaient. C'est ça. Parce que ce que Ibrahim Traoré fait au Burkina Faso, ça fait peur. Il réalise des projets gigantesques. Il développe le pays, des usines qui s'implantent. Sans prêter de l'argent. Sans prêter de l'argent. Il ne veut plus attendre des groupes... des dictats, oui, groupes je parle FMI, par exemple de la construction des routes, par exemple. Il ne veut plus recruter ou bien lancer des appels d'offres pour qu'une société souscrive et vienne. On commence, on fait 2 ans avant de faire une route de 10 km. Non, il n'est plus dans ça là. Lui-même a commandé des matériels, des non-matériels, et l'État recrute des ingénieurs locaux. Et l'État est derrière eux, vous construisez les routes. Et chaque jour, c'est des constructions qui sont en cours dans le pays. Ce que ce jeune homme fait, si on le laisse, s'il a la mettre tranquille, 5 ans, 10 ans, le Burkina Faso sera peut-être un pays, même si ce n'est pas, comme on le dit, pays développé, le Burkina Faso va atteindre quand même un niveau qu'on ne pourrait jamais imaginer. Donc, il ne veut pas voir cela, il veut le dissuader et dissuader les autres pays à suivre le pas, parce qu'aujourd'hui, on a compris quand même que une bonne partie de nos problèmes vient de ces puissances qui disent qu'ils sont là pour nous aider. Ils ne sont pas là pour nous aider, mais c'est pour nous faire reculer, nous exploiter et nous détruire. D'accord. Nous quittons l'Afrique et nous atterrissons donc au pays de Donald Trump. 130 jours. Et c'est le divorce, dit-on, entre Elon Musk et Donald Trump. Oui, c'est prévisible. C'est prévisible. Je me rappelle la dernière fois, vous demandiez s'ils vont continuer. Moi, je vous disais, ils vont continuer. Ben voilà, l'histoire étant têtue, nous prouve quand même que ces deux personnalités ne peuvent pas durer ensemble. Et c'est quand même très déplorable. Très, très déplorable parce que, écoutez, oui, le divorce, ça arrive tout le temps. Entre humains, on peut collaborer aujourd'hui, demain, on peut ne plus collaborer. Mais pourquoi exposer ces linges en public? Et pourquoi ça? D'abord, quelle est la raison? Oui, Elon Musk nous dit 130 jours, c'est le délai pour sa mission au niveau de Dodge. Du département chargé de faire de l'aménage dans le budget et tout ça, là, d'économiser de l'argent pour le pays. Son délai est fini, il rend le tablier, il part. Il part, et puis... Et le lendemain... il lance une bombe. Mais en fait, il y avait une scène, quand il partait, ils étaient encore dans le bureau ovale. Oui, et il louait Donald Trump. Il chantait les louanges de Donald Trump et tout ça. C'est pourquoi Donald Trump aussi a été choqué. Il a été choqué, oui, parce que les raisons que Elon Musk a énoncées sont quand même valides, c'est clair. Mais il est choqué parce que hier, on était ensemble, tu me louais, tu chantais mes louanges, et puis le lendemain, tu pars et tu commences par m'attaquer. Et puis lui aussi, il répond en tant que Donald Trump, comme on le connaît. Mais regardez, quand il vient nous dire, Elon Musk nous dit que le Big Beautiful Act, ça va détruire l'économie du pays et ça va affecter le pays. Il n'a pas, lui, et personne d'ailleurs n'a lu la loi là, le projet de loi avant
que le projet ne soit voté. Parce que il a appelé les députés, notamment, et rapidement, il a dit de voter, et ils ont voté sans lire, sans prendre connaissance de ce qui est dans la loi. Donald Trump qui répond, non, écoutez, Elon Musk, tu as bien lu, tu as lu tout, sur ça, là, tu as même commenté avant de dire. Mais est-ce qu'on ça devient un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant à la maternelle, ou au coup primaire peut-être, mais c'est quand même très, très déplorable. Et Donald Trump qui lance, je vais te sanctionner, tu vas perdre tous tes contrats au niveau du gouvernement, sans savoir que le gouvernement a sa main aussi dans la bouche d'Elon Musk, parce que avec leur Dragon Crew qui aide énormément la NASA, sans cela, la NASA va dépendre entièrement de la Russie, parce que c'est la Russie qui a de l'avancée dans cette technologie-là. La NASA est très loin. Et si Elon Musk retire son projet, ou bien son Dragon Crew, ben, la NASA va se retrouver à terre. Et ça, la personne veut voir ça venir. Mais voilà, le problème maintenant, c'est l'ego de ces deux personnes-là, surtout du président Donald Trump. Moi, je le respecte beaucoup. J'ai toujours soutenu Donald Trump. Mais là, il est en train de nous montrer que vraiment, il est en train de se perdre sérieusement. Mais dites-moi, est-ce que homme d'affaires et politique, est-ce que ça va de pair? Parce que... Est-ce que ça va de pair? Est-ce qu'on parle de Donald Trump ou bien on parle de Elon Musk? Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Elon Musk, c'est un homme d'affaires. Maintenant, ils se sont retrouvés sur le plan politique. Ils disent ils vont travailler ensemble. Et ils n'ont pas dit que c'était 130 jours. Après, 130 jours, c'est fini. On dit non, le délai, c'était 130 jours. Oui. En tout cas, si je prends le président Patrice Talon du Bénin, moi, je vois qu'un homme d'affaires peut bien faire la politique. Oui. Et d'ailleurs, j'ai toujours soutenu ces personnes-là parce qu'ils s'y connaissent en termes de gestion, en termes de, ils ont géré de grandes structures, ils peuvent gérer un État. Voilà. Contrairement à des gens qui dorment chaque jour à la maison, ou bien des gens qui ont juste fait l'université et ils travaillent sous quelqu'un, ils n'ont jamais dirigé une entreprise et ils deviennent présidents. Donc ces personnes-là, ils vont avoir des difficultés. Même l'ancien président Obama qui était avocat, ça n'a pas été facile parce que souvent c'est des gens que nous pensons sont faciles à manipuler. Parce que quand ils viennent, ils doivent écouter beaucoup de gens, ils doivent écouter beaucoup de personnes qui sont déjà sur le terrain et tout le monde les guide. Bon, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça. Il a autorisé l'attaque sur la Libye. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je ne sais pas si aujourd'hui lui-même regrette ce qu'il a fait à la Libye et à l'Afrique. Donc Donald Trump, on voyait en lui quand même cet homme d'affaires-là, l'esprit d'un homme d'affaires capable de gérer l'Amérique et de corriger les torts qui ont été causés au pays. Mais malheureusement, il est en train de se perdre. Je crois que nous l'avions dit, notre première émission ici, à la veille de l'investiture de Donald Trump, que le Donald Trump 2.0 fait craindre. Voilà. On craint parce qu'il a maintenant trop de pouvoir. Il a maintenant trop d'assurance. C'est-à-dire, et il est venu aussi, vous m'avez fait mal, je reviens, je vais vous punir et un peu. Donc, cet esprit de vengeance, de revanche, est là aussi en lui. Donc, il est trop confiant et il pense qu'il peut se permettre tout. Et ça c'est très dangereux pour un pays. Elon Musk est en train de reprocher à Donald Trump que vous m'avez recruté pour que nous puissions limiter les dépenses. Maintenant, vous faites voter une loi qui va encore faire augmenter la dette publique américaine. Et la question c'est, on est où là? Voilà, la question c'est, on est où là? Oui. Et cela nous permet aussi de vous demander en guise de conclusion de cette émission, en 30 secondes, qu'est-ce que Global Peace peut envoyer comme message sur le continent et également sur le monde entier? Le message de Global Peace demeure le même, la paix, la paix et la paix. Et on ne va pas répéter ce que certains ont dit, la paix, on peut l'éviter. Non, la paix, on ne doit pas l'éviter. La paix, c'est une impérative. La paix s'impose. Sans la paix, rien ne peut se construire. Et ainsi que, d'abord, je m'adresse aux dirigeants, tous les dirigeants du monde, que ce soit africains ou partout dans le monde,
mettez toujours les intérêts du peuple en avant dans toute décision que vous prenez, parce que les biens, vous pouvez les perdre en un jour, mais l'amour du peuple, l'aval du peuple, vous l'aurez toute votre, même après vous, des siècles après vous, le peuple se rappellera toujours de vous. Et personne ne sait ce que ça fait quand on est de l'autre côté, quand on est dans la tombe ou bien quand on est au-delà. On ne sait pas ce que ça fait que le peuple crie toujours votre nom. Donc, mettez l'intérêt du peuple en avant. Et à tous les citoyens du monde, cultivons la paix, travaillons pour la paix, aimons-nous les uns les autres, oublions ces clivages et ces divisions et tout ça là. Sachons-le très bien, nous sommes tous des citoyens du monde, nous partageons une seule planète. Si jamais cette planète disparaît, nous tous nous disparaissons. Nous avons des problèmes communs. Concentrons-nous sur ces problèmes-là et aimons-nous, respectons-nous. Que Dieu nous bénisse tous. Merci beaucoup. Rien sans la paix. C'est sur cette phrase que nous terminons cette émission, le numéro 22 de Le Grand Rendez-vous, votre émission sur la panafricaine Pyramide TV. On se retrouve dimanche prochain. Au revoir.